15e assise de la Fédération internationale des experts comptables francophones au Sénégal, le Premier ministre Moussa Marahi était sur invitation de son homologue sénégalais. C'est avec un accord de crédit d'un montant de 31 milliards de francs CFA que la Banque mondiale signe son retour auprès du Mali. Le montant est constitué d'un don de 13 milliards et demi et de 18 milliards de prêts. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali a le regret d'informer l'opinion nationale et internationale qu'un véhicule de l'escorte militaire du convoi du ministre du Développement rural en mission à Gao pour la supervision de la campagne agricole a sauté sur une mine ce jour 25 novembre 2014 dans la région de Gao. Le drame survenu aux environs de 8h45 a eu lieu dans le secteur de Hamakouladi, un village situé à 45 km de la ville de Gao sur la route de Bourem, faisant malheureusement 2 morts et 6 blessés dont 3 grièvement. Les blessés ont été immédiatement évacués sur Gao dans le camp Barkhane où ils reçoivent les soins appropriés. Quant aux morts, leurs dépouilles sont conservées au camp 1 de Gao en attendant les hommages de la nation et des femmes. En ce qui concerne le véhicule militaire de type État, il a été complètement calciné. En fait, un premier véhicule de l'armée en tête du convoi ministériel était passé sans dégâts, confortant la thèse comme quoi l'engin explosif était commandé à distance. Le gouvernement du Mali condamne avec vigueur cet acte odieux et affirme avec force sa détermination à poursuivre ses efforts de sécurisation et de développement en direction de tout le pays, singulièrement dans les régions du Nord. En effet, le ministre Treta et sa délégation devraient se rendre sur le site du barrage de Taoussa ainsi que sur le périmètre de Forgo dans le cercle de Gao dans le cadre du développement à la base. Le gouvernement de la République du Mali souhaite prompt rétablissement aux blessés et salue la mémoire des dignes fils du pays morts en mission commandée. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Et justement, concernant ce drame, des communiqués nous sont parvenus. Le premier est du Rassemblement pour le Mali RPM qui, en cette douloureuse circonstance, s'incline pieusement devant la dépouille des élus disparus, transmet au président de la République, au gouvernement du Mali, à l'armée malienne et aux familles des disparus ses condoléances les plus sincères. Le Parena également qui présente ses condoléances émues au gouvernement, aux forces armées et de sécurité ainsi qu'aux familles des victimes. Le Parena assure le ministre et sa délégation de sa sympathie. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés et exprime en ces circonstances douloureuses sa solidarité aux familles des militaires décédés, aux femmes et au gouvernement. Cet incident impliquant le convoi des membres du gouvernement rappelle que l'insécurité est le lot quotidien des populations dans plusieurs localités et sur plusieurs axes routiers du Nord. Cette insécurité, signale le Parena, comme la crise du Nord dont elle est une conséquence, appelle une réponse nationale vigoureuse, concertée avec l'implication des populations des zones affectées. Et Bokari Treta, ministre du Développement rural, qui se porte bien, est donc à Gao pour non seulement s'enquérir de la situation de la campagne agricole 2014-2015, mais aussi pour évaluer les réalisations sur place. Le projet de développement du cercle d'Ansongo a également été salué par le ministre Treta. Nous voyons le compte-rendu de nos correspondants sur place à Gao, Boubacar Bablitouré. Le ministre du Développement rural Bokari Treta, en se rendant à Ansongo, dans la région de Gao, visait un certain nombre d'objectifs. Concrétiser l'engagement du chef de l'État à faire de l'agriculture le moteur du développement du Mali, évaluer les potentialités qui existent en termes de terres cultivables et mesurer les interventions de l'État en faveur de l'agriculture dans cette zone. La croissance économique des 10 dernières années dans notre pays a été tirée par la croissance du PIB agricole, ce qui est réjouissant. Le président, dans le cadre de son engagement, a décidé de consacrer 15% du budget national à l'agriculture. C'est fait. Nous en sommes heureux. Et de diversifier la subvention agricole au sous-secteur élevage-pêche. Le ministre d'État a aussi visité les locaux du PRODECA, projet de développement du cercle d'Ansongo. Là, il a été question de la mise en marche de ce programme d'ici mars prochain.
Une fois réalisé, ce projet fera du cercle d'Ansongo une puissance agricole avec un potentiel de plus de 25 000 hectares de terres cultivables. Au niveau de nos interventions, notamment ici à Ansongo, j'ai trouvé le PRODECA dans des situations difficiles. J'ai pris l'engagement, j'ai instruit, nous allons relever le défi. Il y a un problème d'organisation et de méthode. Nous allons commencer par les questions d'organisation. Nous avons nommé ici et maintenant un nouveau coordinateur de PRODEFA, duquel nous attendons très rapidement un rapport bilan. Auparavant, le ministre du Développement rural a eu une rencontre avec les responsables des services techniques relevant de son département et les notables d'Ansongo. Avec eux, il a été surtout question du développement du cercle. La délégation ministérielle a beaucoup apprécié l'accueil de la population de Bara sur le trajet. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience une délégation du Parlement des enfants. Les enfants sont allés informer le chef de l'État du Forum national que le Parlement organise en 2015 et qui regroupera les délégués de toutes les régions du Mali. Mohamed Diarra. La présidente du Parlement des enfants et ses collègues sont venus expliquer au président de la République quelques grands projets qu'il entend réaliser en 2015. Le projet vise à renforcer les actions en faveur de la protection des droits des enfants. Le projet s'intitule DEM, entendu par là Déclaration des enfants du Mali. Depuis la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant par le Mali, on avait élaboré un plan d'action national pour la survie, le développement, la participation et la protection de l'enfant. Plan d'action qui n'a jamais été effectif. Donc nous, les enfants du Mali, nous voulons organiser un forum national qui réunira les enfants des 8 régions de Kaya, Kidal en passant par Bamako. Donc au cours de ce forum, nous allons élaborer ce plan d'action et dire les aspirations profondes de tous les enfants du Mali sous forme de déclaration des enfants du Mali et remettre ça aux autorités les plus compétentes de ce pays. Mais déjà, parmi les acquis du Parlement des enfants, on peut citer la remise d'actes de naissance à un grand nombre d'enfants des régions du Nord après la crise de 2012. Une façon pour la structure de permettre à chaque enfant de jouir de ses droits civiques. Lala Ouangara et ses collègues ont profité de l'occasion pour solliciter l'appui du président de la République afin de leur permettre de poser d'autres actes allant dans le sens de la promotion des droits des enfants. Nous avons beaucoup de difficultés, il faut le dire. Les gens ont une certaine image bourgeoise du Parlement des enfants qui n'est pas le cas. Le Parlement est une structure de bénévolat. Nous ne sommes pas payés, nous n'avons pas de prime. Nous sommes là pour une cause, la cause des enfants du Mali. Je me dois de dire ça au nom de tous les enfants parlementaires, l'aide que le gouvernement apporte au Parlement des enfants à travers la primature. Mais grâce à Dieu, ce soir, nous avons eu plus d'aide de la part du président de la République. La maladie à virus Ebola, le sujet n'était pas à l'ordre du jour de l'audience. Mais actualité oblige et les enfants ne comptent pas rester en marge des efforts des autorités maliennes. Au Parlement, nous avons des activités que nous voulons réaliser dans ce sens, passer dans des écoles pour sensibiliser jusqu'à présent des enfants qui n'ont toujours pas compris vraiment ce fléau qui est là et les parents n'ont pas touché un grand nombre d'enfants pour les sensibiliser. Donc passer dans les écoles, essayer d'avoir des kits de lavage de mains avec des organisations internationales comme l'UNICEF et distribuer ça dans des écoles publiques parce que c'est dans ces endroits de regroupement-là qu'on est plus susceptible d'avoir ces maladies-là. Et c'est un véritable papier que le chef de l'État a prodigué des sages conseils à ses hôtes avant de les inviter à une visite touristique sur les hauteurs de Koulouba. Et le Conseil national de lutte contre le sida, conformément à son décret de création, doit se réunir annuellement en session ordinaire sous la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État et président du Haut Conseil national de lutte contre le sida. À cette fin, le secrétariat exécutif du Haut Conseil invite les membres du Haut Conseil à participer à la session qui se tiendra le jeudi 27 novembre 2014 à 8h30 à la présidence de la République dans la salle des banquets. Le Premier ministre malien au 15e assise de la Fédération internationale des experts comptables francophones, c'était au Sénégal. Le Premier ministre sénégalais et malien ont co-présidé la cérémonie d'ouverture. Moussa Mara s'est dit honoré par l'invitation de son homologue. Aoué Touré, Tchédje Kamara sont nos envoyés spéciaux.
Économie informelle, économie émergente, la profession comptable francophone s'engage. C'est le thème retenu pour les 15e assises de la FIDEF. Pendant 2 jours, les experts comptables vont échanger et feront des recommandations, lesquelles seront soumises au sommet des chefs d'État de la francophonie qui s'ouvrira ce week-end à Dakar. Et lorsque la FIDEF s'est engagée dans l'organisation de ces assises, le thème de l'économie informelle s'est imposé, a dit le président de la FIDEF, comme étant une question essentielle sur laquelle la profession comptable pouvait et devait s'exprimer. Le Premier ministre Moussa Mara ne pouvait pas rater une telle opportunité puisqu'il est expert comptable de profession. Compte tenu du contexte particulier dans lequel je me trouve en tant qu'expert comptable, Premier ministre, je suis partagé entre un discours technique et un discours politique. Et comme un bon professionnel prudent, quand on est partagé, on essaye d'être au milieu. Il s'est dit également fier de voir figurer un tel thème. Pour lui et pour nos pays, le secteur informel est un secteur porteur et d'avenir. Vous avez décidé de traiter d'une question qui n'est pas souvent familière aux experts comptables, c'est-à-dire la question de l'économie informelle. Nous, experts comptables, nous sommes beaucoup plus à l'aise dans les salons feutrés, dans les conseils d'administration de grands groupes, en train de parler d'IFRS ou d'autres normes internationales. Nous le sommes beaucoup moins quand il s'agit d'aller dans nos marchés, travailler auprès de nos boutiquiers, pour essayer de faire en sorte que ceux qui n'ont que quelques centaines de milliers de francs CFA comme chiffre d'affaires, que ceux-ci puissent bénéficier de notre expertise. Mais je vous dis bravo pour avoir osé descendre de certains niveaux de prestations pour vous occuper de ce qui fait nos pays, de ce qui est réel et de ce qui va bâtir l'émergence dont nous appelons de nos voeux. Le même avis a été développé par son homologue du Sénégal. 95% des emplois sont du secteur informel. L'engagement de la profession comptable sur la problématique de l'économie informelle dans une économie émergente vient à point nommé. En particulier pour un pays comme le nôtre en train de mettre en œuvre le plan Sénégal émergent, le PSE, en tant que référentiel unique désormais des politiques publiques. En effet, notre pays est caractérisé par une prédominance d'une économie informelle qui n'a cessé de croître de façon très importante depuis la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 pour représenter aujourd'hui plus de la moitié du PIB et plus de 95% des emplois. La présence des 2 premiers ministres a été fortement appréciée par l'ensemble des participants. Moussa Mara et Mohamed Abdullah John ont pris l'engagement de porter et d'appuyer les conclusions qui sortiront de ces assises auprès de qui de droit. Au cours de son séjour sénégalais, Moussa Mara a également co-présidé avec son homologue sénégalais l'inauguration d'un village artistique et culturel dédié à la francophonie. Avant de quitter Dakar, le Premier ministre a été reçu en audience par le président de la République sénégalaise, Macky Sall, l'occasion pour Moussa Mara de magnifier l'excellence des relations entre le Mali et le Sénégal. À sa sortie d'audience au micro de nos envoyés spéciaux. Une visite de courtoisie et un message d'amitié à son Excellence Macky Sall de la part de son frère et ami, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons eu aussi évidemment à discuter des sujets de préoccupation communes de nos 2 pays, des sujets en rapport avec la maladie à virus Ebola, mais aussi les questions de dialogue au nord du Mali. Comme vous savez, ce qui se passe au nord du Mali est une préoccupation majeure pour le Sénégal, qui, en tant que pays frère et ami, a bien voulu aider le Mali à travers un contingent important, l'un des plus importants de la MINUSMA,
et un contingent qui est situé au nord de notre pays, dans la zone de Kidal, donc dans la zone la plus exposée au risque. Cela est la manifestation de la solidarité dont le Sénégal a toujours fait montre à l'égard du Mali et que nous sommes donc venus magnifier et remercier pour ce faire son Excellence Macky Sall de la part de son frère et ami Ibrahim Boubacar Keïta. Situation de la maladie à virus Ebola au Mali à la date du mardi 25 novembre 2014. La situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et à la fillette de Caille, 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. 2 cas confirmés sont en traitement dans un centre spécialisé. 0 nouveaux cas confirmés ce jour. Le nombre de personnes contacts comptabilisées par les services de santé et mis sous surveillance est de 288. L'augmentation du nombre de personnes contacts est liée aux nouveaux cas confirmés hier. Le gouvernement appelle les populations à la vigilance et à ne surtout pas relâcher les efforts en matière de précaution et d'hygiène. Il rappelle la nécessité d'une très forte mobilisation de l'ensemble des populations dans toutes les régions pour prévenir la maladie en véhiculant les messages de sensibilisation. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu contact direct ou indirect avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. Réunion ministérielle sur la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, au cours de la rencontre, le Premier ministre a fait le point de sa visite à Kouré-Malé. Les autorités maliennes et guinéennes se réuniront dans les jours à venir à Kouré-Malé pour dégager de nouveaux dispositifs dans la lutte contre la maladie. Écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Koné, au micro de Al-Jumatina. La lutte contre la maladie à virus Ebola a gagné de vigueur depuis que le chef de l'État a organisé à son propre sein la réunion d'information et qu'il a fait le déplacement à Kouré-Malé pour constater lui-même le dispositif de Kouré-Malé, parler aux populations et donner les instructions nécessaires. Est apparue la nécessité de faire de cette lutte une lutte sous-régionale. Vous savez que Kouré-Malé, c'est une ville à la fois guinéenne et malienne. On a constaté qu'il ne serait pas pertinent de traiter la maladie d'une façon au Mali et d'une autre façon dans le côté guinéen de la ville. Le projet qui est là, c'est de faire une rencontre frontalière entre les autorités des deux pays et mettre en place une stratégie vigoureuse concernant l'ensemble de la ville de Kouré-Malé, côté malien et côté guinéen. C'est la principale décision qui est sortie de la réunion d'aujourd'hui et nous sommes déjà en contact avec notre homologue de la Guinée pour que cette réunion ait lieu dans les toutes prochaines heures. La mobilisation pour lutter contre la fièvre à virus Ebola ne faiblit pas. Des cérémonies de remise de dons de kits d'hygiène, des campagnes de sensibilisation, entre autres activités organisées partout dans notre pays. Les brèves Ebola, c'est avec Mohamed Ould Mamouni. La nouvelle brasserie bamakoise NBB se mobilise en faveur des populations de la commune rurale de Gabakoro. Elle a offert hier après-midi des kits d'hygiène et de prévention contre la maladie à virus Ebola. Ces kits sont composés de 30 fûts, 20 cartons d'eau de javel, 20 packs de gel antibiotique et plus d'une centaine d'affiches de sensibilisation contre Ebola. D'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, ce geste va permettre à la commune de renforcer les dispositifs sanitaires dans les différents lieux de regroupement.
Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, l'association Les Bâtisseurs de Kati a initié une journée de sensibilisation à l'endroit des jeunes scolaires. Les membres de l'association ont apporté des réponses aux nombreuses questions des jeunes sur le virus Ebola. Une occasion pour les parrains de l'association d'offrir des kits hygiéniques à l'établissement Molo A qui a servi de cadre pour l'organisation de la journée. Cette journée marque aussi le lancement des activités de la dite association. À Sikasso, l'honorable Bakari Diarra, député élu de Sikasso, concrétise son engagement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il vient de procéder à la remise de kits d'hygiène et de dispositifs de lavage des mains. Le coût de ce don est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Ces kits seront distribués entre les écoles et les lieux de culte. Pas de panique dans la cité des Balanzans face à la maladie à virus Ebola. C'est le constat fait par le comité régional permanent de gestion des épidémies. Ses représentants viennent de visiter certains sites et établissements publics. Une visite qui a mené la délégation sur le site d'isolement à Pelingana, l'hôpital régional et certaines gares routières. La délégation s'est aussi rassurée de la mise en place des dispositifs sanitaires. Pour parler inclusif intermalien à Alger pour ce mardi, pas de rencontre tripartite, mais des contacts à différents niveaux entre délégations, mais aussi avec la médiation. Les discussions censées tourner autour des éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali, proposés par la médiation achoppent sur les concepts de fédéralisme et d'Azawad, entre autres, remis sur la table par la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad. Pour le ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, les préoccupations exprimées par ces mouvements peuvent trouver leur place dans le cadre des propositions faites par le gouvernement. Abdoulaye Diop estime cependant qu'il n'y a pas de blocage dans les négociations. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Yaya Konaté. Dans les échanges avec la plateforme des mouvements, il est apparu que même s'il y a quelques points de divergence, que sur l'essentiel, nous nous retrouvons. Avec les compatriotes de la coordination des mouvements, il apparaît qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on n'a pas encore d'accord, qu'il est important de pouvoir lever. Et vous êtes sans doute au courant qu'il y a une proposition remise sur la table par rapport à une demande de fédération. Là, nous avons été très clairs. Et les directives du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta aussi, ont été très claires dès l'entame de ce processus de négociation, en expliquant que le Mali est un État unitaire et qu'en tout état de cause, il est important que la constitution du Mali soit respectée et soit observée. Vous savez que nous-mêmes, en nous envoyant ici, notre mandat a été circonscrit dans ce cadre. Mais cela aussi nous laisse beaucoup d'ouverture, parce que nous avons exprimé sur la base de la position du gouvernement qu'il faut aller aujourd'hui dans le cadre de la refondation vers la mise en place d'une libre administration qui essaie de promouvoir une autogestion par les collectivités locales pour prendre en charge leurs affaires tout en gardant à l'esprit qu'il y a certaines fonctions régaliennes qui resteront entre les mains de l'État. C'est ça l'essence aujourd'hui de l'offre du gouvernement du Mali. Et ce que nous pouvons dire, c'est que même là où nous pensons avoir des divergences avec nos frères, qu'il y a de l'espace aujourd'hui pour regarder dans le fond. Les préoccupations qui ont été exprimées de notre part peuvent largement trouver leur place dans le cadre de ce que nous avons proposé. Et nous sommes disposés à regarder les ajustements qui peuvent être nécessaires pour donner encore un maximum de confort à toutes les populations maliennes. Quand les frères, comme vous les appelez, continuent de parler à Zawad de fédéralisme, vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a un dialogue de sourds qui s'installe et qu'il y a peut-être une impasse? Bon, il n'y a pas de dialogue de sourds. Il y a sans doute des rappels importants à faire. Rappels importants en indiquant que nous ne partons pas de rien. Il y a des acquis dans le cadre de ce processus. Il y a une feuille de route qui a été signée et des engagements ont été pris dans le cadre de cette feuille de route. Et ces engagements ne comportent en aucune manière
des dispositions ou un engagement à aller vers la création d'un nouvel État, parce que quelque part c'est de cela qu'il s'agit. Le Mali est un État unitaire. Pour créer une fédération, il faut créer un nouvel État. Et par rapport à cela, les résolutions du Conseil de sécurité sont très claires. Les décisions de l'Union africaine sont très claires. Les décisions de la CEDEAO sont très claires à cet égard. Et par-dessus tout, la constitution du Mali est très claire à cet égard. Bon, vous avez parlé aussi de l'Azawad. Nous trouvons que cette question, pour nous, est réglée il y a longtemps. Le pacte national déjà avait consacré une terminologie sur les régions du Nord que certains appellent Azawad. Bon, je crois que ça, c'est vraiment une question qui ne mérite pas d'être ouverte encore. Là où le gouvernement a exprimé une position, c'est de dire que l'Azawad, du point de vue de la partie gouvernementale, ne saurait en aucune manière être considéré comme une entité politique ou géographique. Et qu'au-delà de cela, il appartiendra aux populations un jour de déterminer comment elles souhaitent se appeler les organes ou en tout cas les structures dans lesquelles elles vivent. Préaccord espéré, attendu à la fin de Alger 4 n'est pas compromis à ce jour. Nous demeurons confiants. Malgré les difficultés, nous demeurons confiants. Il y a des efforts en cours. Nous sommes engagés pour le faire et nous pensons qu'avec les efforts des uns et des autres, nous allons arriver à un accord. Ici à Bamako, c'est avec un accord de crédit d'un montant de 31 milliards de francs CFA que la Banque mondiale signe son retour auprès du gouvernement malien. L'appui budgétaire global reprend donc entre le gouvernement et l'institution. L'accord est constitué d'un don de 13 milliards et demi et de 18 milliards de prêts. Il a été signé côté gouvernement par le ministre de l'économie et des finances et côté Banque mondiale par le directeur des opérations de la Banque mondiale au Mali, Paul Numba. Le reportage de Makamfi Konaté. Deux signatures, une chaleureuse poignée de main, ainsi prend fin la mise sous curatelle du gouvernement du Mali, ou du moins en ce qui concerne la Banque mondiale. Au-delà de la symbolique, c'est le début d'un nouveau partenariat entre la Banque mondiale et le Mali. À travers cette opération, le Mali et le groupe de la Banque mondiale cherchent à renforcer la redevabilité et la transparence de l'exécutif et à améliorer l'efficacité des dépenses publiques. La banque fixe des prérequis à ce nouveau partenariat. Cet appui comporte d'ailleurs un don de 13 milliards de francs CFA destiné à renforcer les performances de gestion et de transparence des finances publiques au Mali. Il s'agit d'une part d'améliorer donc la transparence, de renforcer les procédures de contrôle fiduciaire et le contrôle des effectifs, de limiter les occasions ou les opportunités de déviation par rapport aux procédures et aux règles. D'autre part, il s'agit d'optimiser la gestion des investissements publics, d'accélérer les procédures de passation de marché et de renforcer les capacités de gestion budgétaire tant au niveau central qu'au niveau local. Le sevrage terminé, le gouvernement du Mali dit avoir pris la mesure du malaise à la base de cette embrouille et s'engage à y remédier définitivement. Nous dirons qu'aujourd'hui la balle est de notre côté. Nous nous engageons. Je m'engage au nom du gouvernement, de l'ensemble de mes collaborateurs ici présents, à faire en sorte que cela soit une réalité. Nous voudrions déjà voir en cela un signe de soutien, d'encouragement de Monsieur le Président de la Banque mondiale, de l'ensemble des administrateurs de la Banque. Il aura fallu 72 heures à la représentation malienne de la Banque mondiale pour donner une suite au feu vert du conseil d'administration, une approbation donnée le 18 novembre courant. Au-delà des 31 milliards de francs CFA, c'est la fin d'une ère et surtout l'épilogue d'un feuilleton au rélan rocambolesque. C'est vrai qu'au-delà du montant qui nous est donné, qui est consistant, c'est surtout la symbolique qui pour nous est très importante. Après le retour de la France et de la Banque mondiale, l'horizon s'éclaircit désormais pour le gouvernement du Mali. Un pas de plus vient d'être également franchi dans l'assainissement des finances publiques en République du Mali. C'est parti pour le projet de développement des compétences et l'emploi des jeunes ProSège. Nous retrouvons ici aussi la Banque mondiale qui investit plus de 28 milliards de francs CFA pour réduire le chômage et booster l'économie malienne. Le projet concerne 25 000 jeunes. Le compte rendu de Agali Aguissa.
Cet atelier vise à expliquer aux acteurs des secteurs de l'emploi et de l'éducation le projet de développement des compétences et emploi des jeunes, PROCEJ. Le projet qui s'étale sur une durée de 5 ans comporte plusieurs volets visant l'insertion professionnelle des jeunes. Il bénéficie de l'emploi de la Banque mondiale. Le projet qui cible tous les territoires nationaux contribuera à réduire la proportion des jeunes non scolarisés, sans emploi et marginalisés, tout en permettant au marché du travail d'avoir accès à des meilleures compétences et donc de permettre de réduire la pauvreté et promouvoir la croissance et compétitivité du pays dans un moment très important de sortie de crise. Le projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi devra toucher plus de 25 000 jeunes. Il concerne tous les secteurs de production du pays. Ce projet va contribuer à améliorer l'employabilité à travers le renforcement de 6 établissements publics d'enseignement technique et professionnel. L'école normale de l'enseignement technique et professionnel spécialisée dans la formation des enseignants de l'enseignement technique, au moins 10 établissements privés d'enseignement technique et professionnel à travers un fonds à coût partagé. La formation par apprentissage de 4 500 jeunes non scolarisés et déscolarisés, dont au moins 30% de filles. La formation et l'insertion de 20 000 jeunes non scolarisés et déscolarisés, dont 40% de filles, dans les zones semi-urbaines et rurales, dans les régions de Kay, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Le PROCEJ prévoit également la création de 3 600 entreprises au profit des jeunes et plus de 800 autres entreprises bénéficieront d'un accompagnement. Audience à l'Assemblée nationale, les membres du comité de suivi et d'évaluation du plan national de lutte contre la corruption et la délinquance financière ont été reçus par le président de l'institution. Ils lui ont expliqué leurs préoccupations et attentes pour la réussite de leur mission. Boubacar Koulibaly s'exprime au micro de Mamour Sidibé. Après la mise en place du nouveau bureau du comité national de suivi du plan national de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et cela a été une occasion pour nous d'expliquer au président de l'Assemblée nationale les préoccupations du comité dans la mise en œuvre des recommandations et l'occasion également de solliciter leur appui et l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour lutter contre le phénomène de la corruption et la délinquance financière. Les préoccupations, c'est d'abord les moyens matériels et un accompagnement également au niveau des différents départements. Parce que ce que nous recherchons, c'est la mise en œuvre des recommandations qui ont été déclinées en plan national d'action. Et le plan sectoriel reprend les activités à mener par les départements. Nous voulons juste que les différents départements s'exécutent dans ce sens. Le président de l'Assemblée nationale qui a effectué du 17 au 21 novembre dernier une visite d'amitié et de travail à Istanbul et à Ankara, il répondait à une invitation de son homologue turc. Les détails avec Kadiatou Kone. C'est la première fois qu'un président d'Assemblée nationale du Mali effectue une visite d'amitié en Turquie. Issaka Sidibé a été accueilli avec tous les honneurs. Avec son homologue turc, le président de l'Assemblée nationale a eu une séance de travail au cours de laquelle il a parlé de la situation qui prévaut au Mali, mais également de la coopération entre Bamako et Ankara. Monsieur le Président, comme vous le savez, le Mali se relève d'une crise politique et sécuritaire sans précédent depuis l'indépendance, et ce, grâce à l'appui des partenaires comme la Turquie. Le Mali est en train de tourner la page et tous les regards sont actuellement tournés vers les pourparlers en cours à Alger. L'ouverture d'une mission diplomatique du Mali à Ankara et celle de l'ambassade de Turquie à Bamako en 2010 témoignent de l'intérêt particulier que les autorités turques accordent au Mali. La Turquie offre à notre pays des bourses d'études, des stages de formation professionnelle dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la coopération militaire, la Turquie contribue à la formation d'officiers de l'armée malienne. Chaque année, l'ambassade de Turquie au Mali lance une campagne de solidarité pendant les mois de Ramadan et la fête de Tabaski en faveur des populations démunies. La volonté turque de soutenir le Mali dans l'organisation du prochain sommet Afrique-France.
Le président Issaka Sidibé a invité son homologue turc à effectuer une visite au Mali. Auparavant, Issaka Sidibé et sa délégation ont été reçus par le président turc à qui ils ont transmis les salutations amicales et fraternelles du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. 20 ans après la rencontre de Beijing en Chine, les femmes africaines se sont retrouvées à Addis Abeba pour revoir les objectifs atteints dans le programme global. À cette 9e conférence régionale, le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a lancé la campagne Africa Rising. Elle consiste à donner la parole aux femmes pour leur épanouissement économique, social, politique et culturel. Sangaré Omouba revient sur la rencontre au micro de Mariam Sagara. Je viens d'Addis avec une délégation. Les experts chargés du genre se sont réunis pendant 2 jours pour faire des recommandations sur la plateforme de Beijing, c'est-à-dire la conférence internationale qui s'est passée en 1994 à Beijing, en Chine. Ils ont parlé sur 11 domaines prioritaires de l'Afrique. L'autonomisation des femmes, la formation, l'éducation, la santé avec le VIH-Sida. Ensuite, ils ont parlé également de l'environnement et du changement climatique. Ils ont parlé également de la paix, la sécurité et la participation des femmes aux prises de décision. Femmes et droits. Il fallait donner des arguments solides. Il s'agit par exemple de différentes lois qui ont été prises au niveau de certains pays, par exemple à la loi sur la santé de la reproduction, qui n'a pas fait de problème, mais il y avait d'autres lois sur l'excision. Aujourd'hui, nous traversons une autre période très critique de notre histoire, qui est la lutte contre Ebola. Ce sont les femmes qui vont s'occuper de tous ceux qui vont tomber malades, les hommes, les enfants et tout le reste au niveau de la famille. Donc, chaque pays a développé en quelque sorte les stratégies qu'il utilise. Il y a eu la déclaration d'Addis Abeba pour l'accélération de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing. Et cette déclaration doit être portée au niveau de la conférence internationale en mars à New York. Et nous sommes aujourd'hui journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. En prélude à cette journée, hier, ONU Femmes et ses partenaires ont animé un point de presse, occasion pour eux de solliciter l'accompagnement des journalistes pour une large sensibilisation auprès des populations sur les violences faites aux femmes. Aïssata Saliou Maïga, compte rendu. Il s'agissait pour le bureau ONU Femmes Mali d'échanger avec les hommes de médias sur les 16 jours d'activisme de la campagne contre la violence faite aux femmes. Cette rencontre devra permettre aux journalistes d'apporter leur contribution pour une plus grande prise de conscience de l'opinion publique pour mettre fin à la violation des droits humains. Nous voulons que vous nous accompagniez dans cette activité de campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous comptons énormément sur vous parce que sans vous, nous seuls, on n'y arrivera pas. C'est ensemble qu'on peut arriver et surtout avec la presse. Les 16 jours d'activisme débutent le 25 novembre et prendront fin le 10 décembre. Le thème retenu pour cette 24e édition est « De la paix chez soi à la paix dans le monde ». Défiant le militarisme et mettons fin à la violence contre les femmes. Plusieurs activités sont prévues, au nombre desquelles la campagne He for She qui vise à encourager les hommes à prendre publiquement la parole en faveur des femmes. Au Mali, nous avons donc prévu 2 campagnes. La première campagne, c'est la campagne Beijing plus 20, dans laquelle nous allons donner la parole aux filles. La parole aux filles, c'est d'instaurer donc un dialogue intergénérationnel. À noter que le bureau d'ONU Femmes Mali assurera cette célébration en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Malgré sa délimitation à Bamako, la zone aéroportuaire n'a pas échappé aux constructions anarchiques. C'est pour sensibiliser afin de trouver un début de solution à cette situation que l'administration des aéroports du Mali et le ministre de tutelle ont entrepris une visite de terrain pour s'enquérir de la situation. Al-Husseini Touré. Des habitations spontanées, des écoles, des maisons très bien conçues. Un bémol cependant, elles sont situées en pleine zone aéroportière. Une zone pourtant bien délimitée et matérialisée par des poteaux que voici. Question. Comment ces personnes ont pu s'installer là? Les quartiers qui sont concernés sont principalement la zone de Faladja Sud, la zone de Sirakoro et la zone de Meketana, la zone de Sénou aussi. Nous pensons que différentes autorités administratives et locales ont donné des autorisations, à savoir des chefs de village, des préfets, des maires. C'est face à ces responsables administratifs qu'on est en train de voir comment trouver la solution à ce problème. La visite de ce jour vise à sensibiliser les autorités nationales et les personnes concernées sur la nécessité de préserver le domaine de l'aéroport. On a les gens qui sont venus s'installer sans autorisation. Au-delà de tout ça, il y a l'aspect environnemental et d'assainissement, d'autant plus que le domaine aéroportuaire est devenu le dépotoir des déchets solides et liquides de la ville de Bamako, ce qui peut engendrer la prolifération des oiseaux qui sont très très dangereux pour le secteur aérien. Pour le ministre des Transports, force doit rester à la loi. Aujourd'hui, on est dans la sensibilisation pour dire aux gens d'arrêter. La phase prochaine, ça sera vraiment de demander aux gens de dégarpiller. Et ça, nous prendrons les actes juridiques nécessaires. Nous travaillons certainement avec le ministère des Domaines, le ministère de la Justice, les élus locaux et tous ceux qui ont pu donner pour les amener vraiment à revoir. Et je sais qu'il y en a qui sont disposés parce que souvent, c'est des erreurs qui ont glissé et puis de les corriger. La sensibilisation va-t-elle suffire ou va-t-on assister à l'utilisation de la loi pour éviter les catastrophes inhérentes à ce genre d'envahissement? Wait and see. Et en ce moment, nous prenons la route Bamako-Ségou, dont les travaux de la première phase vont bientôt s'achever, même si ces travaux butent à l'occupation également des emprises de la route. Les occupants souhaitent des dédommagements le plus tôt possible. Boubacar Sissoko. La construction de l'autoroute Bamako-Ségou, première phase, est réalisée à hauteur de 93%. Actuellement, les travaux se déroulent sur le tronçon Baguineda-Yirimadjo, long de 15 km environ. Comme on peut le constater, l'avancement des travaux est entravé par la non-libération des emprises de la route en beaucoup d'endroits. Nous avons des investissements privés sur l'emprise des travaux, sur une bonne partie de l'emprise des travaux. Nous avons les réseaux d'utilité publique qui sont l'électricité, les poteaux moyenne tension et les réseaux d'adduction d'eau. Ça nous inquiète aujourd'hui parce que le délai des travaux, normalement le 3 février, on doit arriver à terme du délai des travaux. Les occupants sont pourtant d'accord de quitter les emprises de la route, mais ils attendent avec impatience leur dédommagement. Ce que je voudrais vous dire, qu'il faut dire au gouvernement de dommager les gens parce qu'on n'a pas trouvé l'argent d'abord pour qu'on puisse se déplacer. Quand tu déplaces quelqu'un, il faut au moins dans ses droits pour qu'il puisse se déplacer. Ce qui n'arrange pas du tout l'entreprise chargée de la construction de la route. Le délai contractuel prend fin le 3 février. Donc d'ici le 3 février, il reste à peu près 2 mois. Dans 2 mois, nous, on doit pouvoir terminer les travaux. Et au préalable, il y a des travaux à faire. Il y a des travaux de déplacement des réseaux d'utilité publique. Ces déplacements doivent s'effectuer dans les sites où les occupants occupent aujourd'hui. Pour respecter le délai contractuel, la compréhension des occupants est souhaitée. Le département de l'équipement des transports et du désenclavement rassure que les dédommagements seront effectifs dans les meilleurs délais. Vous l'avez constaté et vous vous êtes sans doute posé des questions sur ces pluies qui ont arrosé la capitale la semaine passée. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre des spécialistes de l'Agence nationale de la météorologie. Le calendrier prévisionnel indique le début, la fin et tous les caractères de la saison. Mohamed Kouiti, chef du service prévision de l'agence, donne des explications sur les pluies de novembre. Il est au micro de Garibou Pérou. De façon scientifique, il y a l'Atlantique tropical nord
l'Atlantique tropical sud et le Pacifique équatorial. C'est à partir de ces différents domaines-là que nous prenons les évolutions de température au niveau des surfaces. Ces évolutions de température, c'est la température actuellement, la température normale. On fait les écarts pour voir les anomalies. Si les anomalies sont positives, ça nous donne une indication. Si les anomalies sont négatives, ces valeurs-là sont rentrées dans les modèles pour sortir des résultats. Essentiellement, qu'on caractérise la saison. Pour le Mali, on n'a pas qu'un seul modèle. On a divisé le Mali en 5 zones climatiques. Pour chaque zone climatique correspond à un modèle. Et pour chaque modèle, il y a des domaines précis à partir desquels on prend les données pour faire le travail. Les pluies que nous recevons maintenant, c'est des pluies qui sont à l'échelle locale. Mais c'est lié surtout à la convection, lié à l'enrichissement de l'atmosphère en vecteur d'eau dû aux descentes froides du nord. Et on a prévu comme fin de saison de pluie, la 3e décade d'octobre, pour le nord des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et le reste jusqu'à Gao, Tombouctou et Kidal. Mais pour la région de Sikasso et l'extrême sud des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, on avait prévu une fin de saison allant jusqu'au 20 novembre et même voire au-delà. C'est déjà prévu, ça ne nous surprend pas, ce n'est pas une surprise. Le travail qu'on a élaboré, tout ce qu'on avait dit sur la saison est en train de se dérouler comme prévu. C'est parti pour la première édition des Semaines sociales de l'Église catholique du Mali. 4 jours durant, les évêques, prêtres, religieux et laïcs du Mali vont plancher autour du thème « Place et rôle du chrétien dans le processus de réconciliation et de renforcement de la paix dans notre pays ». Laurent Diakité. La première édition des Semaines sociales de l'Église catholique du Mali a été initiée par le mouvement des cadres et responsables chrétiens MCRC en partenariat avec le Conseil national du laïcat. En effet, à travers le thème de cette première édition, le MCRC contribue à promouvoir une culture de justice, de paix, de réconciliation et du dialogue interreligieux au Mali. Créer un espace d'examen de la réconciliation est un acte de haute portée humaine. Et le thème sur lequel nous nous pencherons porte sur la formation, l'information et l'éducation pour la paix. Devrais-je vous rappeler que la base de toute intolérance est l'ignorance, elle-même source de conflit, donc de manque de paix. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a remercié l'Église pour toutes les actions posées en faveur de la réconciliation et de la paix dans un pays laïque comme le nôtre. Au nom du gouvernement, c'est de remercier l'Église pour cette semaine sociale. L'Église qui a été de tout le temps aux côtés des Maliennes et des Maliens, à chaque fois que le besoin de faire l'homme s'est fait sentir. L'Église, à travers les différentes homélies, à travers les différents discours, notamment les célébrations de fêtes, Noël, Pâques, Nouvel An, comme l'a toujours dit Saint Paul dans ses épîtres, soyons unis dans la foi et sur la voie de la paix. Pour le président de la commission apostolat des laïcs et familles de la conférence épiscopale du Mali, le thème de cette rencontre colle avec les réalités dans un monde plein d'injustice et de violence. Le thème retenu, place et rôle du chrétien dans le processus de réconciliation et de renforcement de la paix au Mali, colle parfaitement à la réalité de notre monde actuel, entraîné dans une spirale de plus en plus folle d'injustice, de violence et d'intolérance. Il faut noter que le mouvement des cadres et responsables chrétiens, qui est la cheville ouvrière de cette première édition des Semaines sociales de l'Église catholique du Mali, est composé de chrétiens et de musulmans qui agissent ensemble pour témoigner dans la société. La rencontre prendra fin vendredi. Deuxième session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti au compte de l'année judiciaire 2014 au rôle 30 affaires dont des cas d'assassinat, d'enlèvement de personnes, de pédophilie, de viol et d'incendie volontaire entre autres. Jules Sambou Sissoko.
La prédominance des crimes d'atteinte à l'intégrité physique demeure jusque-là aux sessions d'assises de Mopti. Les dossiers à examiner confirment notre propos. Sur les 30 affaires inscrites au rôle, 17 sont liées à des cas d'assassinat, de coups et blessures volontaires aggravées, de viol, de pédophilie et d'infanticide. Face à cette tendance néfaste et pour préserver l'équilibre social, le droit doit être dit et la loi appliquée dans sa rigueur, a indiqué le premier président de la Cour d'appel de Mopti, Mahamadou Berté. Dans son réquisitoire, le procureur général près la Cour d'appel de Mopti, Mohamedou Bagayogoum, a assuré d'infliger les sanctions sévères qui s'imposent. Vous aurez à juger. C'est une mission sacramentelle qui exige des qualités. Pour nous, hommes d'ici bas, le ministère public voudrait vous demander de bien vouloir juger sans haine, juger et juger correctement. Défendez seulement ce qui est défendable et à la mesure des règles de droit et des règles de l'autre droit de la société. En ce moment, toutes les sociétés démocratiques modernes aspirent à cela. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mopti, maître Simon Lougué, dira qu'une saine application de la loi peut beaucoup contribuer à éradiquer des crimes, avant de saluer la tenue régulière des sessions d'assises. Après la session du 15 septembre au 8 octobre 2014, nous voilà un mois après pour l'ouverture de la deuxième session, très difficile à croire, mais cela a été une réalité. La fréquence des sessions d'assises permet aux détenus, nos clients, de connaître leur sort. Auparavant, 6 assesseurs avaient prêté serment. Les travaux de cette juridiction populaire prendront fin le 8 décembre prochain. La Fondation Oumoudeli vient de lancer un programme de développement dans le cercle de Nioro du Sahel. Plus de 1 milliard de francs CFA seront investis pour le bien-être des populations des 16 communes du cercle. Envoyé spécial Adama Koulibaly. 1 milliard 300 millions de francs CFA seront investis pour la réalisation d'infrastructures sanitaires, hydrauliques et d'éducation à Nioro du Sahel par la Fondation Oumoudeli. Une fondation qui vient ainsi au secours des communautés défavorisées par la nature. Nioro va bénéficier de 10 kits qui seront répartis entre les 16 communes qui composent le cercle. Et pour la répartition de toute action de développement au niveau du cercle de Nioro, c'est très facile, puisque chez nous, c'est la solidarité. Nous avons vu, là où il y a la nécessité, les 100 kits ont été répartis en fonction des réalités de chaque localité. Le kit est composé de 6 salles de classe, une direction avec des latrines, un centre de santé et un forage avec pompe solaire. Durée du projet, 5 ans. C'est un projet purement humanitaire. Nioro est une zone défavorisée. Donc nous avons jugé utile de mettre le paquet pour soulager nos paisibles citoyens. Pour les premiers, c'est-à-dire structures sanitaires et hydrauliques dans 90 jours et le reste avant la rentrée scolaire prochaine. Selon les responsables de la Fondation, c'est la première fois qu'ils procèdent au lancement d'un si gigantesque programme de développement dans une même localité. Les autorités politiques et administratives prennent le devant dans la sensibilisation des bénéficiaires et la décision de veiller sur les travaux. Nous savons que nos collectivités ont des problèmes dans les PDSEC. Ils ont des problèmes de réaliser les actions qu'ils ont programmées. Dans ce cadre, on est venu avec ce projet. Il me plaît également d'inviter les responsables des collectivités bénéficiaires et au-delà, l'ensemble des populations du cercle à un entretien rigoureux des futurs investissements qui sont appelés à servir nombre de générations. Des travaux qui vont solliciter beaucoup la main-d'œuvre locale. Un avis alors aux jeunes de Nioro. Après la qualification des Aigles du Mali à la CAN 2015 de Guinée équatoriale, le parti CODEM a adressé vives félicitations au gouvernement de la République du Mali pour les nombreuses initiatives en faveur de la promotion du sport malien. Le CODEM félicite l'équipe nationale, l'encadrement technique, le comité national olympique et les mouvements sportifs nationaux. Sport hippisme, la saison 2014-2015 a été lancée dimanche au champ hippique de l'hippodrome de Bamako à travers un grand prix. C'est d'ailleurs cette course qui a couronné les 2 jours de travaux de l'Assemblée générale extraordinaire du comité provisoire. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba.
Le cheval Maliba enlève le premier drapeau de la saison 2014-2015 au champ hippique de l'hippodrome de Bamako. Avec 37 chevaux répartis en 3 catégories, cette première course du comité de transition pour la normalisation du hippisme a été une véritable lieu de retrouvailles entre le monde de la course hippique. Après les 2 premières courses sur 1600 et 1800 mètres, la course des cracks sur 2000 mètres a vu Maliba en tête du début jusqu'à la fin. Il est suivi de Kabirou. Disqualifié, Rambo prend la 3e place à Andy. Nous avons assisté à 3 courses de belle facture et qui témoignent d'une saison qui démarre très bien, et nous souhaitons vivement que le reste de la saison se déroule cordialement et avec beaucoup plus de succès pour les chevaux. Nous souhaitons vivement que les choses aillent au mieux et que dorénavant nous puissions assister à des courses de meilleure facture. Cette course vient ainsi clôturer les 2 jours de travaux de relecture des textes. Les grands changements que nous avons voulu apporter portent d'abord sur la nomination de l'appellation même de la fédération. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous habituer à appeler désormais la fédération malienne des sports équestres, en lieu et place de la fédération malienne du hippisme, pour être en conformité avec le continent et le monde. Plusieurs cadeaux ont été donnés aux 3 premiers des courses. Les lutteurs, à travers leur combat, ont agrémenté la soirée de lancement de la saison 2014-2015 des sports équestres au Mali. Voilà, c'est tout pour cette édition. Retrouvez demain 10h-13h à Chelté Souk et je vous retrouve pour les éditions du soir. Merci et à très bientôt.